Intéressant tout à l'heure d'interroger Alain Finkielkraut qui sera avec nous à partir de 10h avec Vincent Trémollet de Villers. Vous avez peut-être lu ce livre Le cœur lourd, qui est un livre absolument formidable. Ça sera très intéressant de l'interroger sur cette notion de Nouvelle-France. Oui. Quelle arrogance d'imaginer qu'il puisse avoir une Nouvelle-France et quel irrespect pour ceux qui sont sur le sol de France depuis tant de temps. C'est un point faible de votre éditorial. Vous dites que la France existera après nous. Mais en fait, ils sont tous d'accord, sauf qu'ils disent que ce ne sera pas la même France. Parce que moi, il y a deux choses qui m'intéressent. Que la France continue d'exister. Éric Nolot. Et que la France continue d'exister telle que nous l'aimons et telle que nous la concevons. Mais eux, ils ne vous disent pas le pays va disparaître. Ils vous disent le pays va disparaître avec de nouvelles règles, avec une nouvelle population. Ça s'appelle un squat, en fait. C'est-à-dire que vous entrez chez les gens... Oui, vous piquez leur maison et oui. Donc... Oui, un peu de ça. Oui, vous avez raison. La différence, c'est que là, il y a des gens qui les ont fait entrer délibérément. Mais bon, on verra. J'espère me tromper. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ce concept de Nouvelle-France, il y a des nouveaux Français, mais j'ai repris donc. Il y a des nouveaux Français, mais les anciens ne sont pas les bienvenus. Oui. Jean-Luc Mélenchon dit le problème de la France, ce sont les Français de souche. C'est pas mal comme phrase. Oui. Il y a quelqu'un qui disait finalement, c'est les seuls OQTF qui sont réussis, les maires. Obligation de quitter le territoire de leur mairie. C'est les seuls OQTF qui marchent en France, c'est les maires qu'on a vus, comme cela, tête basse, en train de sortir de leur mairie, insultés, houspillés, humiliés. On pourrait dire que c'est un populicide par substitution. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Bah, mais écoutez, ça ne veut pas dire pour autant que cette stratégie de remplacement arrive à ses fins. Moi, je crois qu'il y aura des résistances culturelles, identitaires, françaises, contre cette volonté de substituer un peuple. Il y aura peut-être des partitions aussi, c'est ce que disait, paraît-il, François Hollande. Moi, j'attends de voir quand même... Eugénie Bastier, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, non, mais j'attends de voir aussi comment ces mairies seront gérées, et je pense quand même que... Il y a beaucoup de gens issus de l'immigration qui attendent aussi de la sécurité et de la propreté. Quand ils vont voir que la police est désarmée, que l'insécurité revient de façon galopante, et parce que ces promesses, dans tous les pays, ça s'est vu aux États-Unis, hein, vous avez vu tous les maires qui ont voulu désarmer la police, quelques années plus tard, ils sont revenus dessus parce que ça a fait exploser l'insécurité. Donc j'attends de voir. Pour le meilleur, exactement, vous avez complètement raison, pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Bon, on va parler... Vincent Hervouette regarde ça ou écoute ça avec attention. On va parler évidemment de l'Iran dans une seconde. Simplement, parce que peu de gens parlent ce matin et ça me fait toujours sourire. La Commission européenne devrait ouvrir une enquête sur les aides d'État accordées par la France à l'EDF pour construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires. Quand on parle de l'impuissance politique, il y a 15 jours ou 3 semaines, Madame von der Leyen, on va l'entendre, nous explique qu'elle a fait n'importe quoi, ou l'Europe a fait n'importe quoi sur le nucléaire et qu'il faut relancer le nucléaire. Stratégique. Erreur stratégique. Vous avez parfaitement raison. Emmanuel Macron nous annonce, et il a bien raison, après avoir dit qu'il voulait fermer Fessenheim et je ne sais combien de centrales nucléaires, il nous explique qu'il va en relancer 6. Il ne peut pas. Son héritage. Il ne peut pas. 2038, ça va être reculé, je ne sais même pas si on ira maintenant, parce que la commission d'enquête nous explique, parce que la Commission européenne, plus exactement, déclenche une enquête. Je vais vous dire, et je l'ai dit tout à l'heure aussi sur Europe, ça nous dégoûte d'être pro-européens. Ils nous ont dégoûtés d'être pro-européens. Quand on avait 20 ans, on trouvait ça formidable. Aujourd'hui, l'Europe, c'est un frein. C'est un frein. On ne peut même pas construire des centrales nucléaires chez nous parce qu'on imagine que la France a donné des aides d'État à EDF. On en est là. Et c'est l'Europe et des petits hommes gris ou les petits hommes verts qui décident. Et tout ce que nous a dit Monsieur Le Cornu, ça, c'est bidon. Parce qu'en fait, ces EPR, ils vont peut-être pas être construits. Mais vous découvrez quand même que... Donc, moi, ça me... Alors, on va mettre des éoliennes, comme toujours, qui coûteront un fric dingue. Mais c'est invraisemblable. En fait, il y a une impuissance. Ces gens ne servent à rien, voilà. Il nous dit des choses et puis ça sert à rien. Il y a une commission d'enquête, le pouvoir, qu'ils aillent à Bruxelles, ça sera plus rapide. Non, mais les transferts de souveraineté... Qu'ils aillent à Bruxelles. Alors, écoutez ce que disait Madame von der Leyen. Mais en ce qui concerne le nucléaire, c'est une autre histoire. Si, en 1990, un tiers de l'électricité de l'Europe provenait du nucléaire, ce chiffre aujourd'hui ne s'élève qu'à 15%. Cette réduction de la part du nucléaire découle d'un choix. Avec le recul, il s'agissait là d'une erreur stratégique pour l'Europe de tourner le dos à une source fiable et abordable d'électricité à faible émission. Et cela devrait changer.
Pour deux excellentes raisons. Tout d'abord, le nucléaire et les renouvelables ont un rôle essentiel à jouer. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. C'est en association que ces deux énergies seront les plus puissantes. Ce dont nous avons besoin, en effet, c'est le meilleur mix énergétique global, propre, abordable, résilient, européen. Les renouvelables peuvent produire une énergie à bas coût, mais c'est une énergie volatile qui va dépendre de l'ensoleillement et du vent. Bon, quand j'avais entendu ça, je pouvais être plutôt content. Bruxelles craint que les 6 nouveaux réacteurs ne renforcent davantage la part de marché du groupe qui assure déjà plus de 75% de la production nette d'électricité de la France. Oui. C'est le grand dogme de l'Union européenne, la Commission, de casser les monopoles et de vouloir la concurrence. Et vouloir casser c'est pour ça qu'on n'a pas de grands groupes en Europe, parce qu'on va à chaque fois casser les grands groupes industriels, alors qu'ils sont nécessaires, notamment dans le domaine de l'énergie. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ça devrait être un monopole d'État, l'énergie. Ça devrait être EDF. En fait, c'est bidon. Tous ces gens disent n'importe quoi. C'est des bidons. Vous croyez qu'en Chine, ils se soucient de savoir s'il y a des monopoles aux États-Unis? On est les seuls à pratiquer cette espèce de dogme de la concurrence qui casse nos grands groupes. Ils nous ont dégoûtés de l'Europe. Ils nous ont dégoûtés de l'Europe. C'est des petits hommes gris, c'est des petits hommes verts. Parce que l'Europe en soi, c'est une belle idée. Elle est faite en dépit du bon sens. Et on en a encore un exemple. Ce qui fait que quand Emmanuel Macron dit « je vais construire 6 EPR », eh ben non. Parce qu'il n'en a pas la possibilité et le pouvoir. C'est l'impuissance politique. Et M. Lecornu, pareil. Donc qu'ils aillent directement à Bruxelles. Et vous les entendez ce matin? Ça sert à rien. Comment? Emmanuel Macron ira peut-être à Bruxelles. Et vous les entendez ce matin? Non. Et vous entendez la presse en parler? Non, très peu. Parce qu'en fait, c'est très important, mais on ne peut pas en parler. Quand on n'en parle pas, parce que c'est pas fun, quoi, de parler de ça. C'est pas... Eugénie. Non, mais ce qui est frappant, c'est la force d'inertie de l'Union européenne. C'est-à-dire que là où les États peuvent changer d'avis rapidement. Enfin, on a vu qu'Emmanuel Macron a changé d'avis sur le nucléaire aussi rapidement, puisqu'en 2022, il a fait son grand discours sur le nucléaire il y a 4 ans. Et l'Union européenne l'a fait 4 ans plus tard. Donc il y a une espèce d'inertie, de lenteur, parce que c'est un grand paquebot avec plein d'États, une espèce de bureaucratie, vous l'avez dit, des petits hommes gris. Et il y a un manque de flexibilité et d'adaptation aux grands enjeux contemporains qui est absolument dramatique. Parce que là, on voit avec la crise en Iran que la dépendance au gaz naturel est absolument nocive pour nos économies et que le nucléaire est évidemment une énergie qu'il faut développer à tout prix, notamment pour le chauffage. C'est pas l'Iran, c'est... Bon, écoutez, la guerre en Ukraine. C'est dommage. Oui, mais la Pentecôte qui a touché la Commission et surtout l'Allemagne, c'est quand le gazoduc Nord Stream a explosé mystérieusement. D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui l'a fait sauter et qui l'a privé. C'est la veine jugulaire, vous savez, de l'industrie allemande, et qui l'a privé effectivement d'énergie à bas coût. Toute une industrie qui se retrouve aujourd'hui. Effectivement en difficulté. Les Allemands voient s'évaporer leur industrie comme la nôtre. Bien sûr, oui. Et évidemment, c'est les Allemands, les Autrichiens qui ne sont pas nos amis dans cette affaire. Mais quand vous vous exaltez en pensant à l'amour que vous portiez à l'Europe quand vous aviez 20 ans, il est vrai que c'est loin vos 20 ans, mais quand même, les transferts de souveraineté n'ont pas cessé depuis 20 ans. C'est une belle idée quand même, c'est ce que je veux vous dire. Donc ils nous ont dégoûtés de l'Europe. Et vous découvrez que c'est un théâtre d'illusion que la politique à Paris. Et quand le président vous parle de 2038, il ne sera plus là. Quand la nouvelle France, non pas la nouvelle France, la France libre voguera à travers les océans, peut-être en 2038, la France sera un souvenir. Donc les EPR ne seront pas construits. Voilà, je vous l'annonce, hélas, ou pas d'ailleurs, on n'en sait rien. Oui, peut-être, en 2052. Bon. Bref, le choc pétrolier. Mathilde Couvillier-Flornoy, on va voir le sujet, parce qu'effectivement, ce qui se passe en Iran, et vous allez pouvoir le décrypter si on arrive... Non, c'est incompréhensible. Franchement, c'est incompréhensible. Oui, mais si c'est incompréhensible pour vous, pensez à ceux qui nous regardent. Parce qu'on ne sait rien. C'est un théâtre. Là encore, c'est un autre théâtre d'illusion. Les Iraniens sont très forts. Et on ferme la maison et puis regardez depuis 3 jours. Il y a une révolution quotidienne. Chaque jour. Vous n'avez pas écouté Vincent ce matin sur Europe? Mais je vous assure, il a franchement. en disant on verra. Moi, je pense que c'est la meilleure position possible. Non mais franchement, d'abord il y a un truc qui est très français quand même, pardon, mais c'est qu'il y a vraiment une joie mauvaise, il y a vraiment une espèce de satisfaction amère à voir les Américains s'enliser. Donc on veut à tout prix qu'ils se soient plantés. La guerre dure depuis moins de 4 semaines. Ils avaient dit 5 à 6 semaines minimum.
une guerre de 4 semaines. Donc on est dans l'enlisement. Ah bon, on est dans l'enlisement. Et puis on prend pour argent comptant tout ce que racontent les mollahs. Donc ils défient l'Amérique, ils envoient un missile incapable, impuissant vers Diego Garcia, ils bombardent avec quelques drones leurs voisins, mais on a l'impression qu'ils tiennent vraiment la dragée haute à la machine américaine qui est évidemment tellement plus puissante, qui écrase leur pays, qui a décapité leur régime et qui les tient quand même à la gorge. Donc on veut les croire, parce que ça nous fait plaisir d'humilier Donald Trump. Et puis les Israéliens aussi d'ailleurs, ça nous fait plaisir de les humilier un peu. Bon, c'est très vrai ce que vous dites. Cette choix mauvaise, c'est assez étrange d'ailleurs. C'est très très étrange. L'état d'esprit de ce pays est vraiment très très étrange. Tu te suicides, tu es content que les Américains se plantent, tu défends les mollahs iraniens. C'est quand même très étrange. Oui, mais la sphère intellectuelle en France, oui, ça vient de loin, mais c'est quand même très étrange. Bon, est-ce qu'on peut voir le sujet de Mathilde Couvillier-Flornoy sur le choc pétrolier à venir et nous en parlons ensemble. Une fois les municipales passées, ils sont de retour sur les bancs de l'Assemblée. Les députés ont remis au cœur du débat un sujet brûlant, celui de la flambée des prix du carburant. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous faire baisser le prix des carburants pour toutes les personnes dont l'activité, dont la vie en dépendent? Certains députés ont demandé au gouvernement la création d'un chèque carburant, mais Sébastien Lecornu ne l'envisage pas. Il faut qu'on arrive à définir les besoins exacts, puisque nous avons l'intime conviction qu'aucun chèque général, aucune mesure globale ne seront utiles, tout simplement parce qu'on a déjà l'expérience des décisions qui ont été prises dans le passé. C'est très coûteux pour les finances publiques et derrière un chèque, très vite, se cache en général un impôt. Le gouvernement a cependant annoncé des mesures en faveur des grands rouleurs, sans en préciser les modalités. Mais cela satisferait-il les automobilistes? Les gros rouleurs, d'accord, mais il y a beaucoup de professions, les gens qui vont travailler, déjà, que ce soit dans le privé ou dans la fonction publique, ils utilisent leur propre véhicule, donc c'est assez difficile. C'est dur, comme moi par exemple, d'habitude je mets 30 € d'essence, j'en mets que 10 ou 15. Autre insatisfait de ces annonces, les secteurs de la pêche, du transport et de l'agriculture qui jugent ces mesures insuffisantes. Je vous propose d'écouter l'échange entre Jean-Philippe Tanguy du RN hier et M. Lescure. Alors, M. Lescure, lui, on est là aussi, on le disait hier soir, il ne nous a pas proposé de numéro vert, il nous a proposé un observatoire. Mais ça fait rire toute l'Assemblée. Donc, tu es à un niveau... Il ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de moyen. Pardon? Il n'a pas de moyen d'agir. Mais alors ne dis rien. Oui, il vaut mieux ne rien dire. Ne dis rien plutôt que je vais... alors tout le monde s'est marré. C'est ridicule. C'est ridicule, un observatoire. Je vous assure, c'est là que tu vois la déconnexion ou la nullité. Je pense qu'il voulait dire un numéro vert, puis on en a fait déjà beaucoup. Non mais la nullité, il y a pas quelqu'un... Donc ils sont en réunion ces gens-là, et il dit je vais faire un observatoire. Il n'y a personne qui veut dire mais c'est quand tout le monde va rire, c'est grotesque. Et c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense qu'ils sont incompétents. Il a même parlé de choc pétrolier. Après, il se dédie. Bien sûr. Dans la même journée, il a dit une chose et son contraire. Au moins incompétent dans la communication. Oui. Parce que la communication, c'est de savoir l'effet que tu vas faire. Mais tout le monde s'est marré. Oui. Ils sont à un niveau voilà, il faut qu'ils fassent autre chose. En fait, quand il avait parlé de pénurie, on avait dit ici, en communication, les éléments les plus basiques, c'est quand vous dites un mot, même si vous dites il n'y aura pas de pénurie, tout le monde entend pénurie. Ah non, mais je vous assure. C'est vraiment, en termes de communication politique, c'était une erreur. Lescure, à chaque fois qu'il parle, mais ou alors faut qu'il fasse un peu de média training, faut qu'il fasse un truc. Écoutez cet échange avec M. Tanguy. Vous devez surtout baisser les taxes, c'est ce que veulent les Françaises et les Français. Baisser les taxes, et pour les stocks, c'est vous qui avez déclaré, il y a la vidéo, que vous avez fait ça en faveur de l'Asie. C'est vos déclarations qui sont incompétentes. Vous accusez le RN de votre turpitude. Baissez... Merci, monsieur le député, monsieur le ministre. Monsieur le député Tanguy, nous n'avons rien à cacher. Rien. Rien. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur les déclarations que je prends, si vous souhaitez avoir des précisions sur le fait que la France aujourd'hui est au cœur d'une stratégie internationale pour gérer cette crise, n'hésitez pas. En attendant, nous n'avons rien à cacher et j'en profite pour annoncer que le ministre des Comptes publics, David Amiel, va mettre en place dans les prochains jours un observatoire de la crise et de leur impact sur les finances publiques et que dès le 21 avril prochain, monsieur Tanguy... Merci, monsieur le ministre. C'est terminé pour vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup.
Mais même, il est gêné derrière le cornu. C'est un comique troupier. Hein. Non, mais je veux dire, il fait rire les gens, vraiment. Il y a un lapsus très intéressant. Il dit si vous souhaitez des précisions quant aux déclarations que je prends. M. Lescure prend des déclarations, il ne prend pas des décisions. C'est intéressant. Et il se trouve que même les déclarations sont nulles. Donc, pas mal. Enfin, je ne sais pas. Mais... Alors que c'est simple de dire écoutez, on n'a plus d'argent, on ne peut plus aider les Français. Il faudra une parole de vérité et de clarté. Voilà, on a le gouverneur de la Banque de France. On a une austérité, parce que ça, c'est compréhensible. Tu parles aux gens comme des adultes. Parle aux gens comme des adultes, je pense. Voilà, tu parles aux gens comme à des adultes. Mais le RN aussi a une responsabilité dans le sens où, pardon, mais il a fait voter le retour à la retraite à 62 ans dans le budget, qui nous coûte 400 millions pour 2026, 1,8 milliard pour 2027. Et cet argent-là, c'est l'argent qu'on n'a pas pour solutionner les crises. On n'a pas de réserve, parce qu'on dépense de l'argent pour revenir à un modèle social intenable, une réforme des retraites. Et donc, à un moment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et le RN aussi, ça part de responsabilité. Mais vous avez parfaitement raison, Génie Bastier, vous avez parfaitement raison. Le RN doit dire demain que la retraite sera peut-être... Bien sûr, on ne peut pas... Et pourquoi l'Italie, Mme Meloni, peut faire un chèque aux Italiens sur l'essence? Parce qu'ils sont dans une trajectoire budgétaire beaucoup plus saine que la nôtre. Ils sont à la retraite à 67 ans. Elle n'a pas fait un chèque, elle a réduit de 25... Oui, Georges Fenech. C'est rapide, elle a réduit les taxes de 25 centimes. C'est pas un chèque, elle a réduit... Nous n'avons pas les moyens de le faire, il faut le dire en français, nous n'avons pas les moyens de le faire. Et je veux dire, le budget a été calculé avec une croissance de 1%. C'est l'échec global de toute la politique économique du macronisme, c'est clair. Hein. Oui, mais dans la com, elle est mauvaise. Ce que je souligne là, c'est pas sur le fond. La com, elle est mauvaise parce qu'elle ne dit pas la vérité. Il n'y a plus rien à dire. Bah si, il y a à dire la vérité. C'est parce que il n'y a rien à faire. Georges, il y a à dire juste la vérité, en fait. Oui, mais ils ne le feront pas. Il y en a qu'un qui a dit la vérité, c'est d'y coûter son peu, c'est Bayrou. Quand il a dit on est en faillite, etc. Fillon et Raymond Barre, jadis. Oui. Raymond Barre disait la vérité, mais ça ne lui a pas porté bonheur, toujours. Bon, écoutez, Marine Le Pen, profiteur de crise, l'État. Alors ça, il faut savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Non. On se parle, l'État fait des recettes indues en réalité. L'État obtient des financements supplémentaires par rapport à ce que le budget a prévu, précisément parce que l'augmentation du prix entraîne l'augmentation corrélative des taxes. Donc l'État se comportant comme un profiteur de crise, compte tenu de l'angoisse dans laquelle cette augmentation plonge les Français, c'est pas admissible. Donc il faut trouver évidemment des solutions, non pas pour dégrader le budget de l'État, mais pour qu'au moins il ne se comporte pas comme un profiteur de crise. Et Mme Le Pen disait ce matin qu'il lui fallut baisser la TVA. Mais on ne peut pas dire que l'État est un profiteur de crise. Le budget a été calculé avec une croissance de 1%. Et déjà, une croissance de 1%, c'était ric-rac. Là, la croissance, on le sait, va baisser. Elle sera probablement à 0,2% selon certaines estimations. Donc évidemment, il y aura moins de rentrée d'argent, moins d'impôts, moins de TVA, moins de consommation. Donc ce que l'État récupère en essence, sur les taxes sur l'essence, c'est rien par rapport à ce qu'il va perdre dans les finances publiques. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'il soit profiteur de crise. L'État va perdre de l'argent avec la crise. Ce que dit Marine Le Pen, c'est que l'État est profiteur automatiquement, mécaniquement. Mais il va perdre par ailleurs dans les recettes fiscales. Mais sans baisser la TVA, la solution que M. Pascal Praud a suggérée, c'est qu'en fait, il suffit de fixer le seuil du baril qui était $61 ou euros, je ne sais plus, dans le cadre du budget. 61 euros. 61 euros. On plafonne. C'est une idée. C'est ça. Il n'y a pas besoin de baisser le taux de 20%. Personne ne l'a On calcule le 20% sur le baril à 61 $. Franchement, je ne suis pas spécialiste, donc elle doit être mauvaise, mon idée. Puisque parce qu'il va y avoir un trou dans les finances publiques à cause de la crise. Non, mais donc il faut bien... Ma modeste idée, franchement, moi, je n'ai jamais travaillé à Bercy de ma vie et je ne suis pas un spécialiste. Ça n'arrivera pas. J'ai simplement dit que, comme le budget a été calculé avec un baril de Brent à 61 €, vous me suivez? Oui, mais j'ai compris votre idée. Mais... Voilà, que les taxes soient plafonnées comme s'il était toujours à 61 €. Oui, mais le budget, il a été calculé aussi avec une croissance de 1%, et la croissance de 1% ne va pas être atteinte à cause de la crise. C'est possible que justement mon idée soit très mauvaise. Les recettes en finances publiques. Et que je n'ai pas, ayant pas fait l'ENA et n'étant pas un petit homme gris, j'exprimais une idée j'allais dire de bon sens, de citoyen lambda, qui disait tiens, pourquoi vous plafonnez pas ça? De profiteur de crise, c'est de la pure démagogie. Oui. Ça ne fait pas avancer le débat et c'est de la démagogie pure. L'État peut peut-être profiter de la crise pour faire quelques économies. Pour tailler un peu dans le... Allez, puisque vous avez la parole, avançons, s'il vous plaît. Avançons, et puisque vous avez la parole, vous allez la garder, puisque je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Donald Trump sur les négociations. Donald Trump.
Nous sommes en cours de négociation et, comme je l'ai dit hier, il travaille avec Marco, JD et plusieurs personnes. Et de l'autre côté, je peux vous le dire, ils ont envie d'arriver à un accord. Et qui ne voudrait pas y arriver? Leur marine a été détruite, leur communication a été détruite. C'est le plus grand problème. Il est très difficile pour eux de communiquer entre eux. Leur défense aérienne, leurs antimissiles, leurs propulseurs, nous avons tout détruit. Ils n'ont plus rien. Tant qu'ils parlent avec nous et qu'ils parlent normalement, et à partir du moment où ils n'ont pas d'armes nucléaires, tant que je l'ai dit, comme je l'ai dit hier, sur les 10 points les plus importants de cet accord, les points 1, 2, 3, et qu'il n'ait jamais d'armes nucléaires, et c'est de cela que nous parlons. Bon, négociation. Négociation avec qui? Alors, je vous pose tous les matins les mêmes questions. Moi, j'ai écouté hier vous savez, les nouveaux hommes forts hein, là, que les Iraniens ont hissés au pavois de leur grand navire. Monsieur Zolgader, dit le sanguinaire, et puis Monsieur Galibaf, dit le boucher. Ces deux gardiens de la Révolution qui sont censés désormais diriger la République islamique. Et ils ont tous dit, ils ont nié, ils ont démenti. Il n'y avait absolument aucune négociation. Il y avait éventuellement des pays tiers qui se proposaient, qui relayaient une demande des Américains de bien vouloir ouvrir une discussion. Mais il niait qu'il y ait des négociations. Et puis on apprend ce matin, tiens, que finalement Donald Trump, quand il annonçait une très bonne nouvelle, on apprend ce matin que les Iraniens ont décidé de laisser la libre circulation dans les détroit d'Ormuz aux navires non hostiles, des pays non hostiles. Alors on ne sait pas très bien ce que c'est, les pays non hostiles, parce que comme pendant le même temps, ils bombardent leurs petits voisins, à qui mieux, sans que les petits voisins n'auraient jamais d'ailleurs tiré sur eux en représailles. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Mais on réalise une chose, c'est que Donald Trump ne parle pas exactement pour ne rien dire, contrairement à ce qu'on laissait entendre depuis 48 heures. On réalise que les bonnes sources qui nous affirment qu'il y a un plan en 15 points qui a été présenté aux Iraniens, un plan en 15 points, le plan américain. Ça s'est confirmé par plusieurs sources différentes, 5 sources différentes. Eh bien, ce plan en 5 points propose notamment la libre circulation, évidemment, la réouverture de détroit d'Ormuz, en sachant que le détroit d'Ormuz n'a jamais été fermé, contrairement à ce qu'on raconte. Il n'a jamais été fermé. Le pétrole pour les Chinois, le pétrole pour les Indiens circule autant qu'on veut. 20%, c'est pas rien, hein. 20% du trafic, aujourd'hui, existe dans le détroit d'Ormuz. Bon, on va marquer une pause. Je vous ferai écouter également Donald Trump qui a parlé d'un cadeau qu'il aurait fait. C'est ça, le cadeau. Voilà, le cadeau qu'il a reçu, le gros cadeau qu'il a reçu, c'est on est OK pour ouvrir, sauf évidemment, sans doute, aux tankers américains. Bon, la pause, et je vous rappelle qu'à 10h, Alain Finkielkraut sera là avec Vincent Trémollet de Villers. Vous pouvez, pourquoi pas, lui poser des questions via Internet, via les réseaux sociaux. Si vous avez une question, je transmettrai. Bien évidemment, ça va être formidable de parler, parce que, alors vraiment, il tombe bien, si j'ose dire, parce que les premières lignes, vous voyez, c'est la France de mon enfance, c'était l'après-guerre, c'était l'école communale de la rue des Récollets à Paris, c'était les mères au foyer, c'était le roi Babar, c'était les longs dimanches, c'était les frères Jacques et les compagnons de la chanson, c'était les livres reliés de la bibliothèque municipale prêtés pour 3 semaines, c'était les dictées quotidiennes, c'était le noir et blanc, c'était la vie devant moi. Qui se souvient encore des compagnons de la chanson et qui se souvient des frères Jacques? Lacon? Quand même. Mais personne. Arrêtez. Mais personne. Nous, par exemple. Mais nous, les frères Jacques, c'est génial. Vous devriez faire votre... Nous, on existe encore, on n'a pas été... Vous devriez faire votre journal en collant. La confiture, les frères Jacques. Je les ai vus sur scène à la Maison de la Culture de Nantes. Je vous envie. À la Maison de la Culture de Nantes, à Talensac, vous vous souvenez? Mais non, je les ai interviewés même. Vous les avez interviewés? Oui, la première interview que j'ai fait dans ma vie. Ça dégouline. C'était génial. Mais bon, c'était génial. Honnêtement, je dis c'était génial, mais quand tu avais 15 ans, ça ne nous bouleversait pas, pour tout dire. Et maintenant, on l'aime plus aujourd'hui. On l'aime plus aujourd'hui que lorsqu'on avait 15 ans, où on préférait Véronique Sanson ou Michel Jonas. Mais vous croyez à l'Europe quand vous aviez 15 ans, donc bon... Ou les Rolling Stones. Allez. Oui, mais moins la variété française. C'est-à-dire qu'ils étaient pris entre les frères Jacques et les Stones. Oui, oui. Ça ne m'intéressait pas trop au milieu. Oui, mais vous êtes plus vieux que moi. Vous n'êtes pas la même génération qu'Alain Finkielkraut.
Je vous rappelle, Pascal. Oui, tout vous avez à tendance fait. à vous identifier. Oui, vous avez raison. Allez, 9h26, mais on ne va pas vers le meilleur. À tout de suite.